Alors déjà, effectivement, pour expliquer un petit peu l'image, il y en a qui peuvent voir un canard, d'autres un lapin. C'est un petit peu les deux à la fois. Cette image a été reprise après sous d'autres formes, etc. C'est une image en fait, qui a été conçue en 1899 par un psychologue pour en fait, démontrer que la vision humaine, ce n'était pas juste une question de voir, c'était aussi une question en fait, de réfléchir à ce qu'on avait vu pour donner en fait, un sens et un contexte à la vision. Et donc, ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai mis en introduction de la conf. En fait, je l'ai mis en introduction de la conf parce que, à la base, j'avais un petit peu pensé faire une conférence sur qu'est-ce qui s'est un peu passé dans l'agilité, parce qu'on en arrive à ce genre de citation. Ce truc Scrum est tellement bien qu'il vous faut un mec dans chaque équipe pour obliger les gens à le faire. Bon, quand on a ce genre de réaction, on se pose un peu la question de ce qui s'est passé. Et en fait, en creusant, en discutant, je me suis rendu compte que c'était un petit peu comme cette première image. C'est qu'il y avait des gens qui voyaient le lapin, qui décrivaient le lapin, et des gens qui voyaient le canard et qui décrivaient le canard. Et donc forcément, à partir de là, vous commencez à avoir une certaine incompréhension qui se construit, et vous commencez à avoir des signataires du manifeste qui sortent ce genre d'articles. Donc, The Tragedy of Craftsmanship, les développeurs devraient abandonner l'agile, la faillite de l'agile, il est temps de tuer l'agile, la gueule de bois agile. Donc là, vous avez des signataires, vous avez des grands noms du développement logiciel qui prennent ce genre de position. Et donc je me suis dit, en fait, il était peut-être temps que j'essaye d'expliquer en fait, le lapin que je vois, que j'essaie de décrire, là où tout le monde voit un canard. Et pour ça, je vous propose une petite introduction à une transformation agile en 2019, telle qu'on les connaît tous. Donc, avant, on avait un truc qui s'appelait des gestionnaires de projet, des chefs de projet. Après, on se retrouve avec des product owners. Dans certaines entreprises, ils ont osé mettre agile devant project manager. Avant, on estimait en jour-homme. Après, on estime en points, qu'on transforme en jour-homme. Avant, on traquait le progrès, l'avancement. Maintenant, on a des burn-down charts pour traquer l'avancement. Avant, on mettait en prod tous les 6 mois. Et on met toujours en prod tous les 6 mois, mais avec des sprints de 2 semaines. Bon, quelque part, on se dit qu'il y a un truc qui a raté dans le process. Au début, les gens sont contents. On est agile. Donc en plus, on a généralement les top managers qui vont faire des prêts dans des conférences agiles pour dire comment ils sont agiles. Mais 6 mois après, alors ça dépend des orgas. Hein. Dans certains cas, c'est 2 semaines après. Dans d'autres, c'est jamais. Mais assez rapidement, il y a cette question de comment est-ce qu'on devient meilleur à, et notamment comment est-ce qu'on devient meilleur à estimer en projet agile. Alors, juste pour les estimations, private joke, c'est rigolo de demander des estimations et de les traiter comme des deadlines. Par contre, ce n'est pas très très sympa pour les équipes de dev. Et bizarrement, vous ne demandez pas à l'équipe de dev, en fait, engagez-vous sur un certain temps, quand déjà vous leur posez la question. Parce que vous savez, en fait, que si jamais vous demandiez un engagement, ils ne vous en donneraient pas, parce qu'ils ne savent pas. Donc à la place, on dit « donne-moi une estimation ». Et puis on découvre gentiment que cette estimation a été vendue. Merci. Bon, donc il faut qu'on estime mieux, il faut qu'on traque la vélocité mieux, il faut qu'on arrive à ne plus avoir ce backlog qui ressemble à rien dans Trello qui fait 45 000 lignes. Les burn-down charts, ça devient souvent un jeu artistique. Et puis surtout, la plus grande question, c'est comment est-ce qu'on synchronise tout ça dans Jira. A priori, c'est un peu la question du siècle. Comment fonctionne Jira? Et c'est là où on rentre dans un truc que j'appelle la solutionnite aiguë.
c'est qu'en fait, on a appliqué une solution qui nous a donné des problèmes, et donc en fait, on va appliquer encore plus de cette solution en espérant que ça solve les problèmes que cette solution a créés. Généralement, dans une org, ça se transforme à « il faut qu'on suive le Scrum Guide plus strictement ». Si ça n'a pas marché, c'est qu'on a dû louper des lignes. Donc on va le relire avec grande attention. Et généralement, moi ça me fait penser à ça. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il ne se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. C'est la devise des Shadocks. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis que c'est ce qui s'est passé. Enfin, moi je suis rentré dans des équipes où le board, c'était un mur. Alors déjà, quand vous rentrez dans la pièce, votre tension, elle monte de 3 points. Vous avez un mur. Parce qu'en fait, en gros, le mur, il vous dit toutes les emmerdes que vous avez en cours. Généralement, le truc est devenu tellement grand qu'il faut maintenant un escabeau pour aller déplacer certains post-it. Et en plus, vous vous rendez compte en fait, que sur les post-it, maintenant, il n'y a plus les user stories, il y a les numéros de tickets Jira. En fait, on se rend compte que toutes ces questions là qu'on s'est posées, c'était des symptômes. C'était des symptômes en fait qu'on n'avait peut-être pas réussi à faire un truc. C'était pas la cause de nos problèmes en fait. Donc c'est très rigolo en fait, quand on a une maladie grave de prendre de l'aspirine, mais vous finirez quand même par en crever. Parce qu'en fait, très souvent, j'ai l'impression en fait que ces orgas, ça se transforme un peu, enfin, c'est resté, on va dire, un peu une galère. Et j'aime beaucoup cette citation. La plupart des logiciels aujourd'hui sont construits à la manière des pyramides égyptiennes, c'est-à-dire des millions de briques empilées les unes sur les autres, avec aucune intégrité structurelle, par brute force, avec des centaines d'esclaves. Et dans pas mal de cas, je trouve que ça décrit assez bien ce qui se passe dans une société de service. Et là, vous avez des gens qui viennent, comment est-ce qu'on améliore le commitment des équipes. Et c'est souvent ça en fait, que j'observe, c'est qu'en fait, on est resté dans une galère, on était dans une galère, on est toujours dans une galère, et on espère être plus agile. Et dans cette citation, il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est la notion d'intégrité structurelle. L'intégrité structurelle, c'est la capacité d'un système sous stress à résister. En gros, un avion, tant qu'il a son intégrité structurelle, il vole. Si l'avion perd son intégrité structurelle, vaut mieux pas être dedans. Un immeuble, il a une intégrité structurelle tant qu'il tient debout. Sur un immeuble, vous avez des forces, du stress qui s'applique, du vent, un tremblement de terre. Et tant que l'intégrité structurelle de l'ensemble est gardée, ça tient. En fait, l'intégrité structurelle, ça décrit l'état d'un système à être capable de continuer à délivrer ce qu'il est censé faire sous stress. Et quand on met trop de stress, l'intégrité structurelle finit par lâcher, et boum. Et en fait, une des principales problématiques, c'est que quand on parle d'agile, il y a quelque chose qu'on s'autorise en fait à faire, c'est qu'on va mettre le système sous stress. On va le mettre sous stress parce qu'en fait, on va augmenter la vitesse de changement dans le développement du produit. On va dire, maintenant, toutes les 2 semaines, on peut changer de décision. On peut revenir sur ce qu'on avait dit, on peut changer le cours, on peut changer l'architecture, on peut changer les besoins. Et ça déclenche un stress incroyable sur un système en cours de création. Et c'est pour ça que très souvent, si jamais l'intégrité structurelle de votre logiciel n'est pas bonne, ça casse. Et ça casse encore plus vite qu'avant. Ça, souvent, c'est le célèbre projet de refonte agile, qui est déjà un projet legacy avant même qu'il soit sorti. En quelques mois, on a accumulé tellement de dettes techniques que le truc, on ne peut même pas le mettre sur le marché. Tout simplement parce que vous avez augmenté le stress sur le système, et donc mécaniquement, vous avez augmenté la vitesse à laquelle on pourrit les trucs.
Et le problème, c'est que dans un système informatique, il n'y a pas que du code source. Il y a des gens. Il y a des gens, en fait, à qui on dit toutes les 2 semaines « Ah, au fait, on a changé d'avis ». Il y a des gens à qui on dit « Bon, maintenant, on est agile, donc maintenant, on va vite ». Maintenant, on peut tourner le volant tout le temps. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que vous avez enlevé à ces gens leur dernière ligne de défense. Parce qu'avant, ils pouvaient dire que c'est la faute du manager. C'est la faute des clients, c'est tous des cons. Maintenant, vous leur avez dit, vous êtes responsables. Ils ne peuvent plus se défendre contre ce stress. Donc forcément, derrière, vous avez des gens qui ne vont pas le vivre très très bien. Et c'est pour cette raison que mon message principal, c'est que c'est d'abord s'occuper d'avoir un système dont l'intégrité structurelle est garantie sous haut niveau de stress lié à la vitesse de changement, qui doit être travaillé avant même de vouloir mettre de l'agilité par-dessus. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça n'est pas parce que soudainement vous avez décidé que votre management allait être agile, que votre vitesse de changement allait être agile, que votre logiciel et vos équipes de développement allaient le devenir. Et c'est très très sympa de dire les problèmes, ils vont apparaître d'eux-mêmes. Et puis ils vont pouvoir comme ça s'améliorer. Le problème, c'est que quand déjà on ne laisse pas le temps aux gens, ça devient difficile. Or, c'est très souvent ce qui se passe. C'est qu'en fait, il y a des problèmes, mais on ne laisse pas le temps en fait, aux gens d'apprendre. Parce qu'il faut livrer. Et puis en plus, encore plus rigolo, dans pas mal de cas, les équipes ne savent même pas comment construire un logiciel autrement. Donc c'est super de leur dire qu'il y a un problème, mais si elles ne savent pas comment le résoudre, c'est complètement con. Et c'est pour ça notamment en fait, que Clean Code n'est pas suffisant. Clean Code, par exemple, parce que je vois très très souvent ça, oui, mais Clean Code, machin. Clean Code, c'est très bien, ok, ils savent maintenant à peu près écrire du code source qui est lisible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent faire de l'architecture logicielle. Ça ne veut pas dire qu'ils savent maintenant construire un système de 2 millions de lignes de code qui doit tenir 15 ans. Ils savent écrire du code qui est lisible. Ça n'a rien à voir. En plus, quand vous ne savez pas combien de temps est censé prendre une feature, très très souvent, ça vient justement du fait que vous avez des équipes de développement qui ne sont pas au niveau. Et donc elles sont ralenties en permanence. Elles se prennent les pieds dans le tapis, techniquement. Si vous voulez avoir une certaine garantie en termes de delivery, vous devez avoir une équipe technique qui est mature. C'est la condition sine qua non. N'espérez pas avoir la moindre vision sur le delivery d'une équipe si cette équipe n'est pas mature techniquement. Il y a cette citation d'un collègue que j'aime beaucoup et qui dit « La qualité d'aujourd'hui, c'est la productivité de demain ». C'est l'idée centrale ici. C'est que si vous ne laissez pas vos équipes apprendre ce que ça veut dire faire du logiciel de qualité et faire du logiciel de qualité, ça ne sert à rien d'espérer que vous allez avoir une productivité qui va augmenter comme par magie parce que vous êtes devenu agile. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation. Et pour ça, je vous propose de partir du côté du management. J'aime beaucoup cette citation de Peter Drucker. La plupart de ce que l'on appelle management consiste à rendre difficile pour les autres de travailler. Alors, ne pensez pas que je dis tous les managers sont des cons. J'en ai rencontré beaucoup qui étaient très bons. Mais certains, malgré le fait qu'ils étaient très bons, de par en fait leur position et ce qu'on leur demandait au niveau de l'entreprise, effectivement, empêchaient les gens de travailler. Ils étaient de très très bonne volonté. Et pour ça, en fait, je vous propose un très rapide cours de Management 101. Ou plus exactement de gestion de projet. Si jamais on devait réduire, en l'espace de moins de 10 minutes, la gestion de projet,
On se rend compte qu'au cœur de tout ça se trouvent deux grandes questions qui vont être posées par l'organisation. Combien ça va coûter pour créer un truc? Ça, c'est ce qu'on appelle le budget prévisionnel. Et combien ça a coûté de faire le truc? Ça, c'est le machin, c'est la dure réalité qui vous rattrape. C'est les deux grandes questions. La gestion de projet, c'est répondre à ces deux questions d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, vous avez une soustraction qui est à faire, que tout le monde redoute, qui doit être supérieure à 0. Il faut que ce que ça a coûté soit inférieur à ce que l'on avait prévu que ça allait coûter. Alors c'est là où vous voyez généralement, comment dire, une certaine imagination pour faire en sorte que les chiffres s'alignent. J'ai beaucoup toujours aimé le projet de R&D sur lequel on imputait les temps qui étaient en trop. Et puis globalement, ces deux questions, vous allez les poser, les reposer, les re-reposer, et puis vous allez faire des dashboards avec. Et ça, c'est votre première phase de gestion de projet. Et donc, effectivement, ça consiste à aller demander aux équipes, t'en es où? 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 C'est très lourd, hein. C'est à peu près aussi bien vécu par les équipes. Et je pourrais continuer pendant les 40 minutes qui me restent, mais malheureusement, j'ai d'autres choses à dire. Et en gros, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre reporting qui est en route, votre état d'avancement, vous avez des leviers magiques qui s'appellent le scope, les ressources humaines, donc les gens, mais les ressources, et le coût. Donc les fonctionnalités, on a une superbe règle, c'est le temps fois le nombre de gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Fer. Et donc maintenant, vous pouvez faire du pilotage de projet. Donc le pilotage de projet, c'est que vous avez 3 manettes, et puis en fonction de votre reporting, vous allez activer les manettes. Vous êtes prêt à rentrer dans le monde professionnel en tant que manager. Le problème, c'est que si on commence à s'intéresser à ce triangle, généralement, sur le temps, on se rend compte que ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a cette loi que j'aime beaucoup, la loi de Hofstadter, qui dit « Un projet prendra toujours plus de temps que ce que vous espériez, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. » Cette loi, elle est ultra chiante. Pour illustrer ça, il y a une autre blague que j'aime beaucoup. C'est une tâche en développement à uniquement 3 états, qui sont « ça n'a pas encore commencé »,« c'est fini » et « c'est presque fini ». C'est quand même incroyable, quand vous allez discuter avec des équipes de dev, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'abord, ok, c'est pas commencé, ensuite, ça devient presque fini quasi instantanément. Et puis après, pendant 2 semaines, c'est presque fini. Avec surtout des espèces de tentatives de dire oui, mais je te promets, dans 2 jours, c'est vraiment fini. Donc après, on fait le fini. Puis après, en plus, on s'amuse à mettre des colonnes spéciales sur le tableau pour dire ça c'est presque fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Bon, donc généralement, en fait, quand on essaye de jouer sur le temps, ça se passe pas très bien. Donc après, il vous reste une autre option, une autre voie de délivrance, c'est d'augmenter les humains qui sont sur le projet, pardon, les ressources. Il ne faudrait pas trop s'attacher quand même. Bon, là-dessus, dans The Mythical Man Months, le bouquin a 40 ans. Hein. Ça fait 40 ans qu'on fait les mêmes conneries. Ça fait 40 ans qu'on n'apprend pas. C'est quand même génial. On est une industrie apprenante. Ouais, bien sûr.
il a sorti cette excellente citation qui est de dire « 9 femmes ne font pas un bébé en un mois ». Et c'est vrai. Et en fait, c'est la même chose avec les professions intellectuelles. En fait, là où c'était vrai dans le BTP, plus ou moins, dans les professions intellectuelles, ça devient complètement faux. Mettre 2 personnes, enfin faire x2, ça ne va pas faire que vous allez 2 fois plus vite. Ça veut dire que vous allez ralentir. Vous allez ralentir parce que les gens qui viennent d'arriver sur le projet, ils doivent apprendre le projet, ils doivent apprendre le métier. Et puis surtout, maintenant, vous avez encore plus de communication entre les membres de l'équipe. Donc vous allez devoir embaucher des gens pour gérer la communication entre les membres de l'équipe. Puis vous allez devoir embaucher des gens pour manager les gens qui managent l'équipe. Et puis ça avance toujours pas. Donc vous rachetez encore plus de monde. Moi, ça c'est le call que j'adore. Ouais, on a prévu, on a appelé notre SS2I préféré, on rajoute 10 devs de plus. Votre projet, il est déjà en retard, il va être encore plus en retard. Et c'est pour ça que, notamment un conseil, c'est que grandir ou produire, il faut choisir entre espérer sortir plus de fonctionnalités et recruter, en interne ou en externe. C'est un choix, c'est un arbitrage. Mais au moment où on fait rentrer des gens dans le projet, on va perdre du temps. Et on ne regagnera du temps que beaucoup plus tard. Donc si le projet il est déjà beaucoup en retard, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça fait 40 ans qu'on le sait. Bon. Il nous reste les fonctionnalités. Ouais, mais sauf que c'est ce qu'on a signé. Merde. En fait, ce triangle, c'est un énorme mensonge. Ça a pu fonctionner dans certaines industries, mais à partir du moment où vous êtes dans la vente de services, et donc les professions intellectuelles, il ne marche plus. Il est obsolète. Et résultat, il y a une variable cachée qui va prendre pour toutes les autres. La qualité. Parce qu'en fait, dès que vous appuyez sur une des autres, c'est celle-là qui mange. Et c'est celle-là qui commence à être détruite. Et c'est celle-là qui va déclencher du stress. C'est celle-là qui va déclencher une certaine colère, qui va faire que votre logiciel il commence à pourrir, alors que vous ne l'avez même pas encore mis en prod. Que vous commencez à avoir des bugs qui partent en prod. Parce qu'en réalité, en fait, si vraiment on essayait d'appliquer ce triangle, la seule chose sur laquelle on peut réellement agir, c'est justement les fonctionnalités. Et donc, à partir du moment où vous avez contractualisé le fonctionnel, vous ne pouvez rien faire, si ce n'est livrer un logiciel qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on est aussi chiant, en fait. Et qu'on dit les cahiers des charges, si on pouvait les mettre à la poubelle, ce serait quand même pas mal. Parce que malheureusement, si on n'est pas capable de travailler sur le fonctionnel, ça ne sert à rien. N'espérez même pas faire de l'agile dans ces conditions. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et on s'en rend compte notamment quand on étudie ce qui fait que certaines startups font très très peur à des grands groupes. Si vous prenez actuellement dans le milieu de l'assurance, il y a une petite startup qui s'appelle Alan, qui est en train de tailler des croupières. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans un environnement concurrentiel
vous avez une boîte qui a ni le temps, parce que chaque semaine qui passe, c'est une semaine qui le reproche de sa mort, parce qu'elle n'a pas un tapis de cash infini, et qui n'a pas les ressources. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout son développement est axé sur une seule question, c'est qu'est-ce que l'on va développer en suivant qui apporte le plus de valeur à nos clients. Et donc, ils n'essayent pas en fait d'avoir un lot fonctionnel complet et de se forcer à le réussir. Non, c'est qu'ils essayent à chaque fois de se reposer cette question pour chaque incrément du produit. Et bizarrement, on retombe sur une des premières valeurs de l'agilité, justement. Et ce n'est pas pour rien. C'est la question qui doit être posée. La question, ce n'est pas est-ce qu'on est dans les délais, ce n'est pas est-ce qu'on a le bon nombre de gens, est-ce que machin. Non, non, la question, c'est maintenant, qu'est-ce que je peux réussir à sortir qui fournit le plus de valeur à mon client. Et le reste, on s'en fout. Parce que finalement, en plus, quand on se replonge sur ces deux questions que l'on passe notre temps à se poser, moi j'en ai une autre par-dessus. C'est quelle valeur ça apporte à l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que se poser ces questions permet à l'entreprise de faire plus d'argent? Enfin, on est d'accord que les rapports d'avancement, ce n'est pas un truc qu'on vend au client. On ne peut pas aller voir son client et lui dire « Est-ce que tu ne veux pas mes rapports d'avancement de l'année 2018, ça coûte 2 000 €. » Ça n'a pas de valeur en tant que tel pour l'entreprise. Donc pourquoi est-ce que l'on passe notre temps à poser ces questions si ça n'a pas de valeur en tant que tel? Il y a bien une raison. En fait, on se rend compte que c'est tout simplement une stratégie de gestion du risque. Et en ça, ce n'est pas idiot. C'est qu'une entreprise, quand elle démarre un projet, elle prend un risque. Elle met de l'argent sur la table et elle espère qu'avec l'argent qu'elle a mis sur la table, elle va récupérer un certain bénéfice. Et donc pour ça, l'entreprise va tout simplement demander d'avoir un budget prévisionnel, combien d'argent je dois mettre sur la table, et à partir de là, elle va faire effectivement son calcul de risque pour déterminer si elle arrive ou non à être bénéficiaire sur ce projet. Et donc après, ça devient très important qu'on respecte ce budget prévisionnel, puisque c'est là-dessus qu'est fait l'intégralité du calcul de risque. Et on se rend compte en fait que toutes ces questions-là qui étaient derrière, c'était juste une reformulation de ces deux questions. C'était juste une reformulation de combien de temps ça va nous prendre pour faire X et combien de temps on a mis à faire X. En fait, on n'a pas été capable de changer les questions que l'on posait à l'entreprise. Donc c'est très sympa après de changer les termes. Mais le sous-jacent, on n'a pas été capable de le transformer. Parce que l'entreprise, elle, la seule chose qu'elle connaît, c'est cette stratégie de gestion des risques. Je mets de l'argent sur la table, j'espère en récupérer plus à la fin. Et c'est pour ça que pour moi, le déplacement le plus important qui doit être fait quand on parle d'agilité, c'est de passer d'une notion de projet à une notion de produit. C'est de passer d'un monde où on contrôle, on commande et on contrôle ce qui est fait, parce que finalement c'est ça ces questions. Je te commande, puis je te contrôle. À des axes qui n'ont plus rien à voir, qui sont des axes où à la fois on se pose la question de c'est quoi le bon produit, et un axe où on se dit comment est-ce qu'on le fait au mieux d'un point de vue qualitatif. Et donc ça pose cette question. Comment on arrive à faire basculer l'entreprise vers cette façon de penser? Parce que vous imaginez bien que l'intégralité des départements de l'entreprise, la seule chose qu'ils comprennent, c'est une stratégie de gestion du risque. Quand vous allez voir le département financier, quand vous allez voir le département legal, quand vous allez voir n'importe quel département, ce qu'ils sont en train de faire en sous-jacent, c'est d'essayer de gérer du risque. Donc, on est obligé de leur proposer une autre stratégie de gestion du risque, si on veut pouvoir les faire changer.
et si on veut pouvoir juste, nous, changer la façon dont on construit le produit. Et pour ça, il y a une très belle façon de faire. La meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'implémenter. Pas très compliqué. Et c'est ça. En gros, c'est construire une nouvelle stratégie de gestion de risque en se posant la question de comment est-ce qu'on construit le bon produit et comment est-ce qu'on le livre au plus tôt. Parce qu'une fois que vous avez livré un produit, ce produit, ça n'est plus du risque. Ben oui, maintenant l'entreprise, elle sait ce qu'elle a. Et donc, en fait, on passe d'une stratégie où on essaye de prédire et de se bercer d'illusions dans nos prédictions à une stratégie où on essaye de valider au plus vite les questions que se posait le business. En gros, l'idée ici, c'est de mentir avec des plus petits mensonges. Dès que vous voulez donner une estimation, vous êtes en train de mentir. Donc, au lieu de mentir sur des mois et des mois, si on mentait juste sur la journée. Là, si le temps de développement il double, c'est pas grave. On passe de 1 à 2 jours. S'il triple, c'est toujours pas grave. On passe de 1 à 3 jours. Si par contre, votre mensonge il est déjà de 2 semaines, si ça double, ça prend 1 mois. Si ça triple, ça prend 1 mois et demi. Et c'est pour ça, en fait, que l'important ici, c'est de réduire la boucle de feedback le plus possible. Réduire le temps entre le moment où on prend le risque et le moment où on enlève ce risque. Et ça, notamment, c'est ce qu'on appelle du continuous delivery. Et c'est ça, en fait, la base, normalement, de toute démarche agile. Si on veut proposer une autre façon de voir le risque, si on veut proposer, en fait, un nouveau modèle à l'entreprise, on est obligé de fournir la capacité à l'entreprise de non pas deviner là où elle en est, mais de voir concrètement où elle en est. Et là, quand les gens viennent vous demander les rapports, au lieu de leur donner un rapport, vous pouvez leur donner un applicatif qui marche, qui n'a peut-être pas l'intégralité du fonctionnel, mais vous pouvez déjà leur donner quelque chose qui marche. Et vous allez voir en fait que pour eux, ça suffit. Ils savent combien ils ont dérisqué. Et ça, ils comprennent. Et l'avantage, c'est que dans le logiciel, des boucles de feedback, on en a plein. Par exemple, le fait de bosser à 2, c'est déjà dérisqué. Vous avez un autre cerveau qui a vérifié que le vôtre n'avait pas pensé n'importe quoi. Le fait d'avoir des tests unitaires, ça permet déjà de valider qu'une pièce de logiciel marche avant de la mettre et de la faire tourner. Vous avez dérisqué cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas du risque, mais il y en a déjà moins. Vous en avez enlevé une partie. Le fait derrière de faire de l'intégration continue, le fait de pouvoir montrer à un client où ça en est, qu'il vous fasse un retour, ça vous évite de devoir le mettre sur le marché pour vérifier si ça correspond aux attentes du marché. Le fait tout simplement de livrer fréquemment, régulièrement, par petits incréments, vous permet aussi d'avoir un retour du marché et donc à chaque fois d'enlever du risque, d'enlever du risque, d'enlever du risque. Quand on veut faire de l'agile, il faut absolument qu'on puisse proposer une autre stratégie de gestion du risque. Et une des stratégies que l'on a, c'est ça, c'est de réduire la taille de la boucle de feedback. Et donc en gros, ça veut dire passer de combien ça coûte de faire et combien ça a coûté de faire à de quoi nos clients ont besoin en suivant et comment est-ce que l'on peut le livrer le plus vite possible. Passer d'une planification à de la priorisation. Si vous regardez bien, c'est l'essence de ce que l'on essaye d'appliquer dans l'agile, en fait. C'est de dire on est censé tirer à chaque fois ce qui a le plus de valeur. Mais à chaque fois, on oublie ce truc, en fait. Et on se perd dans des espèces de process et de méthodos imbitables. Et il est là, ce shift. Le shift, en fait, c'est pas de passer du projet au produit. Le shift, c'est de passer d'un modèle de gestion du risque à un autre. Et c'est ça qui est très important.
Et ça rejoint un autre élément. C'est qu'en fait, à partir du moment où on n'a plus cet aspect command and control, en gros, dis-moi ce que tu es censé faire et dis-moi où tu en es. On peut enfin casser ce eux versus nous. Les gens qui pensent, les gens qui planifient versus les gens qui font. On peut enfin arrêter d'avoir cette posture de chef de projet, quel que soit le renommage que vous avez mis par-dessus. Parce que tant que vous n'avez pas changé votre stratégie de gestion de risque, vous êtes obligé d'avoir une posture de manager, vous êtes obligé d'avoir une posture de chef de projet, vous êtes obligé d'avoir une posture qui va traquer l'avancement. Et c'est pour ça que très personnellement, je considère que ça n'existe pas si on parle d'agilité. Parce que notamment, il y a un point qui est très important, c'est que ce qui part en production, c'est ce que les développeurs ont compris. Et quand on dit ça, ça paraît très très bête, mais ce n'est pas ce que le business analyst avait dans la tête, ce n'est pas ce que le chef de projet avait dans la tête, ce n'est pas ce que le product owner avait dans la tête qui part en production, c'est ce que les développeurs ont codé. Alors pourquoi je vois tant d'équipes où la partie spécification est dissociée de la partie de développement? Ça veut dire que l'on coupe les gens qui vont implémenter de comprendre le contexte dans lequel ils sont censés faire leur implémentation. Vous imaginez quoi? Réussir à, de manière télépathique, transmettre le savoir métier vers les développeurs? Ça ne marche pas. Juste pour vous montrer très rapidement, ça c'est une structure notamment qui est présentée par une personne qui est spécialisée en product management. Et je voudrais juste vous montrer la troisième ligne. En gros, il montre 3 attitudes que peut prendre un project manager ou un product owner. Et regardez bien, dans la troisième ligne, en fait, c'est même pas lui qui fait les features. C'est même pas lui, en fait, qui donne à l'équipe les fonctionnalités à faire. En fait, il donne à l'équipe un contexte business, un feedback terrain, et c'est l'équipe qui décide, à partir de ce feedback terrain et du contexte business, qu'est-ce qu'il faut faire. On est très très loin d'une démarche où on est en train de faire à la place des gens pour leur dire « voilà effectivement ce que vous devez réaliser ». Et comprenez bien qu'un bon product manager, c'est quelqu'un qui agit de cette manière. Et puis surtout, si vous n'êtes pas en train d'écrire du code, ne dites pas à ceux qui écrivent le code comment ils devraient l'écrire. Les gens qui me font ça, et là-dedans notamment, il y a les gens qui disent « non, mais pas besoin de faire de TDD, pas besoin de faire de pair programming » ou « pourquoi vous êtes à plusieurs derrière un écran ?» Les personnes qui me font ça, elles ont droit à mon clavier, et je leur dis très gentiment « si tu penses mieux savoir que moi comment faire, je t'en prie. » Si vous n'êtes pas en train d'écrire du code de production avec l'équipe, ne dites pas à l'équipe comment elle devrait écrire son code de production. Ou alors, vous allez écrire le code de production avec l'équipe. Ça s'appelle accompagner l'équipe. Enfin, par pitié, les jouets, pour recruter les développeurs ou pour soi-disant les garder, stop. Je n'en peux plus du nombre de boîtes où pour venir être recruté, il y a une borne d'arcade vintage. Ou alors on vous offre une boîte de Lego par tirage au sort si vous nous laissez prendre votre adresse email. Vous vous imaginez aller recruter, je ne sais pas, une autre profession supérieure, des avocats de cette manière? Vous allez voir les avocats, vous leur dites « hey, vous savez quoi, j'ai des boîtes de Lego à gagner si jamais... Putain, mais tuez-moi, quoi. Puis surtout, il y a un truc quand même qui est très très important, notamment qu'on trouve dans le Lean et dans le Toyota Production System, c'est l'on-done. C'est le fait que toute personne sur la chaîne de production, si elle voit un problème qui est en train d'arriver, elle a le droit d'arrêter la chaîne de production. Parce que Toyota s'est rendu compte que c'est complètement con de fabriquer des bagnoles qui ne marchent pas. Ben oui, parce qu'en fin de chaîne, s'il y a eu un défaut au milieu, ben la bagnole, on la met à la casse. Donc ils ont dit, c'est plus pratique, en fait, si on arrête maintenant, on corrige le problème et après on continue.
Donc pourquoi les développeurs n'ont pas le droit d'arrêter la production quand ils détectent qu'il y a un problème? Quand les développeurs disent qu'il y a un problème de qualité, il y a trop de dettes techniques, etc., pourquoi est-ce que la seule réponse qu'on leur donne, c'est « ta gueule, continue ». Bizarrement, quand General Motors a mis ça en place aux États-Unis, ils ont oublié cette étape-là. Et après, ils se sont posé la question de pourquoi ça ne marchait pas. Oui, ça nécessite de donner de la confiance aux gens. Et la confiance, effectivement, ça n'est pas leur mettre une table de ping-pong. Que de toute façon, personne n'a le droit d'utiliser parce que ça fait un bruit horrible dans un open space. Et que de toute façon, elle est squattée en permanence pour servir de table de réunion, qui est la plus inconfortable que je connaisse. Pour vous donner une image, voilà généralement ce que je conseille. En fait, un product manager, c'est un copilote. Et l'équipe de développement, c'est elle qui pilote. Parce que c'est elle qui est en charge de produire le truc. Donc c'est elle qui appuie sur l'accélérateur. C'est elle qui décide des coups de volant à donner. Par contre, le project manager, il donne un contexte. Il dit, attention, dans 600 mètres, il y a un virage, à droite. Et on comprend bien que là, normalement, le copilote, il ne va pas essayer d'achoper le volant du pilote. Alors pourquoi je vois autant de gens tenter de faire ça? Ou appuyer sur l'accélérateur à la place en disant « Non, ta gueule, putain, on continue !» Bon, et pour finir, il y a un truc qui serait super, c'est qu'on arrête de vendre du logiciel comme on vend les packs de lait. Il y a un truc très très intéressant, c'est que la base de la théorie capitaliste, c'est l'économie d'échelle. Plus on produit en quantité, moins c'est cher. Voilà. Et donc effectivement, si vous achetez le lait à l'hectolitre, vous allez le payer moins cher qu'au litre. Économie d'échelle. Et en fait, c'est devenu tellement incrusté dans la tête de tout le monde qu'on se met à appliquer ce même raisonnement à quasiment tout. Mais pourtant, quand on va du côté du logiciel, et là, je vous guide vers le Chaos Report de 2015, donc il est assez récent, où ils ont analysé quelques... Alors, je crois qu'ils sont à 15 000 projets maintenant, de toute taille, et ils les ont triés en fonction de leur taille et de leur taux de réussite. Et là, je ne sais pas si vous voyez les mêmes chiffres que moi, mais quand le truc, il est gros, on sent que ça ne marche pas beaucoup. En fait, c'est comme s'il y avait une relation inverse entre la taille d'un projet informatique et son taux de réussite. C'est l'inverse que d'acheter du lait, en fait. Plus c'est gros, plus vous avez de chances que ça ne marche pas. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, les grosses orgas, elles utilisent d'autres méthodologies. Elles utilisent du cycle en V, elles font des trucs un peu, voilà. Pas... Et bien en fait, ils ont aussi fait le calcul. Et en fait, on se rend compte que le fait d'utiliser une méthode classique ou agile n'a rien à voir dans la réussite d'un projet. Que vous soyez agile ou pas, ça n'influe pas le taux de réussite des projets informatiques. La corrélation n'existe pas. La corrélation, elle est de 7%. Alors, je n'ai pas mis la slide où il l'explique. Pour vous donner les chiffres, c'est de 7%. C'est ridicule comme corrélation sur 15 000 projets. En fait, la plus grosse corrélation entre la taille, entre la réussite, c'est la taille et la réussite. C'est ça, c'est là où est la corrélation. Dès que vous dépassez le 1 million d'euros de projet, vous pouvez être sûr que votre projet ne réussira pas. C'est comme ça. Les Chaos Reports, ça fait 15 ans qu'ils sont édités, tous les ans. Ça fait 15 ans qu'ils disent la même chose. Et après, on est une profession apprenante. Et c'est là notamment en fait qu'il y a un grand principe qui a été pas très bien compris, et pourtant, c'est là où Amazon en fait a livré sans doute l'essence de sa réussite, c'est le coup des équipes, les Two Pizza Team.
les équipes que l'on peut nourrir avec 2 pizzas, taille américaine la pizza. Mais surtout, ce n'est pas qu'ils ont fait des équipes de petite taille, c'est que ces équipes sont totalement indépendantes. Ces équipes fonctionnent comme des entreprises dans l'entreprise. Elles fonctionnent en autonomie pour être isolées de la bureaucratie de l'organisation. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ça le principe des Two Pizza Team. Les Two Pizza Team, ce n'est pas de dire on a des petites équipes de dev, c'est de dire on a des petites équipes de dev qu'en plus on laisse tranquilles. Et qu'on n'organise pas en fonction des projets, mais que l'on organise en fonction des responsabilités business. Vous avez une équipe qui est en charge de la facturation, vous avez une équipe qui est en charge du catalogue, vous avez une équipe qui est en charge des systèmes de delivery. Et c'est là-dessus que ces équipes sont concentrées. Et elles sont chacune en charge et autonomes sur cette partie-là. Vous n'avez plus besoin de les coordonner les unes avec les autres. Parce qu'en fait, elles fournissent une API au reste de l'entreprise. Et donc le reste de l'entreprise, quand il a un besoin d'émettre une facture, il se connecte à l'application de facturation de l'entreprise qui lui permet d'éditer des factures. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont scalé. La question de comment on scale, eh bien, en fait, dans le logiciel, il ne faut surtout pas scaler. Sinon, vos projets ils ne réussissent pas. Et c'est pour ça que je vais vous laisser avec ça. Apprenez à livrer du logiciel quand vous le souhaitez, sans risque de défaut, et vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de votre framework. Et moi, je m'arrête là-dessus. Merci à vous.